Donc, on va passer à notre deuxième conférencière, qui est la professeure Dominique Lédet. Donc, Dominique Lédet est professeure titulaire au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal. Elle a été directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie de 2017 à 2024. En théorie de la démocratie, elle travaille sur les questions liées à la délibération publique et au parlementarisme. En philosophie du droit, elle s'intéresse au pluralisme juridique dans le contexte des rapports de l'État canadien aux peuples autochtones. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Alors, vous n'oublierez pas de me faire signe hein, pour le temps. D'accord. Bien, d'abord, un grand merci à vous, juristes, de m'accueillir, d'accueillir une philosophe parmi vous. Et c'est avec un peu de trépidation que je vais vous parler donc, du rapport des parlementaires à la Charte québécoise. Évidemment, je suis en gros tout à fait d'accord avec l'analyse que Louis-Philippe vous a présentée dans sa conférence. Simplement, moi, j'aimerais quand même insister sur le rapport ambivalent que les parlementaires québécois ont, donc ce rapport ambivalent que les parlementaires ont eu avec la Charte depuis ses débuts. En effet, il y a deux choses dont il faut être conscient. Hein. D'une part, le fait que la Charte ait pu voir le jour, comme le signalait Jacques-Yvan Morin dans un entretien, eh bien, montre une sorte de prise de conscience de la part des parlementaires qu'il était temps que l'Assemblée, là je cite Jacques-Yvan Morin, que l'Assemblée définisse et s'impose à elle-même des limites, afin d'assurer un meilleur respect des droits fondamentaux. Mais d'autre part, le refus de gouvernements successifs de couleurs différentes d'achever le processus de constitutionnalisation signale la volonté des parlementaires de conserver une liberté d'action et de décision. C'est pour ça que je parle d'une certaine ambivalence. Cette ambivalence s'est traduite d'abord par un état d'équilibre au fondement fragile dont a parlé Louis-Philippe, qui n'a pas pu résister donc aux deux mandats du gouvernement Legault et à son affirmation sans nuance du principe de souveraineté parlementaire et de la tradition civiliste. Donc, dans ma présentation, ce que je vais faire trois choses. Je vais revenir rapidement sur cette rupture de l'équilibre initial qui résulte des années Legault. Et puis, je vais montrer aussi comment cette rupture, on peut mieux la comprendre à travers les écrits de Guillaume Rousseau et de François Côté. J'aimerais montrer que cette rupture qui signale donc une crise, je pense on peut vraiment parler d'une crise du régime de protection des droits et libertés de la personne au Québec, peut être aussi une opportunité, puisqu'elle devrait forcer l'ensemble des partis politiques, la société civile, la communauté juridique, à réfléchir au rapport de la société québécoise et de ses institutions politiques aux droits fondamentaux. Je pense qu'on en est vraiment rendu là. J'aimerais montrer que le principe de justification publique peut nous permettre d'éclairer cette relation et de concevoir les conditions d'un rapport plus équilibré, à même d'assurer un meilleur respect des droits et des libertés dans un cadre démocratique. Voilà. L'équilibre initial. Lorsqu'en 1975, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité la Charte des droits et libertés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté que la présomption irréfragable de la légitimité du législateur, j'adore cette expression, puisse être à terme débattue par les tribunaux dans le cadre de leur activité juridictionnelle. Ils ont aussi donné aux simples citoyens et aux groupes de la société civile un levier à partir duquel interroger la légitimité de choix législatifs déterminés. Comme l'a écrit très justement Jean-François Gaudreau-Desbiens, c'est une citation que j'adore, donc je vais vous la lire, « Les chartes reprennent à leur compte la fonction du droit naturel, définie comme étant ce qui permet l'évaluation des lois et notamment la critique des lois injustes. Les droits qu'elle promeut revêtent en effet les habits du juste, et c'est par leur truchement que celui-ci effectue un retour dans le droit, comme principe d'évaluation de la loi positive, idée anathème pour tout juriste positiviste orthodoxe. » Donc l'adoption de la Charte signalait donc un changement important dans la culture juridique et politique québécoise, et il est compréhensible que les élus aient voulu fonctionner avec prudence. Cela explique que l'exercice se soit étendu dans le temps pour prendre véritablement forme en 1982, avec l'adoption à l'unanimité de la loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, suite à un important exercice de révision
menée par le gouvernement du Parti québécois. Donc la charte, telle qu'elle est adoptée en 1975 et modifiée en 1982, atteint un certain équilibre entre le principe de la souveraineté parlementaire et la protection des droits et libertés, en instaurant les conditions d'un certain dialogue entre le Parlement et les tribunaux, bien que le Parlement conserve la liberté d'action et de décision ultime. Comme le rappelle Marie Carpentier, que je salue, elle est ici, elle est là, voilà, je la salue, sous réserve de ces exceptions intrinsèques, la préséance des dispositions 1 à 38 de la Charte québécoise permet au pouvoir judiciaire de déclarer inopérantes les dispositions des autres lois qui leur seraient contraires. Face à une telle éventualité, le législateur peut tenter de justifier a posteriori l'atteinte constatée par un tribunal en invoquant la clause justificative, soit l'article 9.1. Il revient alors au tribunal de décider si la justification invoquée est valable. Le législateur peut également choisir d'exempter les dispositions contraires de l'application de la Charte québécoise en recourant à la clause dérogatoire. Comme elle le signale, les pouvoirs élus et non élus sont donc contraints à une forme de dialogue, bien que les pouvoirs élus conservent le dernier mot. Donc, il y a une sorte d'équilibre. C'est un équilibre qui requiert de la part du législateur un certain exercice de justification, mais qui repose toutefois sur des bases fragiles dans la mesure où, outre le pouvoir de dérogation, l'Assemblée nationale conserve le pouvoir de modifier par une simple loi le contenu de la Charte. Donc, c'est cet état d'équilibre qui a perduré pendant plusieurs années, puisque, comme l'a signalé Louis-Philippe, donc je ne vais pas revenir là-dessus, les modifications se sont faites longtemps, presque à l'unanimité, le recours aux clauses dérogatoires a été fait de manière très limitée, etc. etc. Mais, cela dit, et je pense qu'il faut quand même insister là-dessus, les gouvernements qui se sont succédés ont résisté aux appels à achever la constitutionnalisation de la Charte. Ils n'ont pas voulu rendre plus difficile la modification de la Charte ou le recours à la clause dérogatoire à travers, par exemple, une exigence de majorité qualifiée, même si la revendication en a été faite de manière constante. En 1982, notamment, le Conseil des ministres n'a pas voulu adopter une exigence de majorité qualifiée pour toute modification de la Charte afin de préserver la capacité des parlementaires à l'amender plus facilement. Même après l'expérience difficile de la Charte des valeurs, et malgré les appels en ce sens de plusieurs, dont Michel Coutu et Pierre Bosset, dans un article important qui a été mentionné quelques fois ce matin, voilà, le gouvernement, alors de couleur libérale, n'a pas souhaité renforcer les fondements de cet équilibre. Donc, on peut blâmer beaucoup de choses sur le gouvernement de la CAQ, mais il y a quand même cette ambivalence qui reste présente tout au long de la période antécédente à l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Donc, il y a cet équilibre qui repose sur des fondements fragiles, et cet équilibre a été ébranlé par les difficiles débats sur les droits, singulièrement autour de la liberté de la religion et des accommodements raisonnables que nous connaissons au Québec depuis le début du siècle. Et l'arrivée de la CAQ au pouvoir en 2018 a marqué à cet égard une rupture radicale, dont la Charte n'est pas sortie indemne. Donc cette rupture radicale, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Louis-Philippe, je vais simplement décrire 3 éléments qui sont importants. Donc la modification de la clause limitative, le recours préventif à la clause d'exemption et la mise en cause de la primauté de la Charte. Alors sur le premier point, comme l'a signalé Louis-Philippe, je veux simplement parler de la façon dont on a modifié la clause limitative, donc l'article 9.1, en étendant les critères en référence auxquels le législateur peut justifier une atteinte aux droits et libertés. En 1982, ces critères étaient le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. Bon. La laïcité de l'État est ajoutée en 2019, l'importance accordée à la protection du français en 2022, le modèle d'intégration à la nation québécoise en 2025. Si adopté en l'état, le PL numéro 1 ajouterait les critères de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les droits collectifs de la nation québécoise. Multiplier les critères, c'est vider la clause limitative de son sens et rendre la tâche de justification du gouvernement un exercice de pure forme.
Deuxièmement, l'usage de la clause dérogatoire, de plus en plus courant et à caractère préventif, qui signale la volonté du législateur de se soustraire à l'obligation de justifier formellement et publiquement ses choix par le biais d'un dialogue avec les tribunaux. Troisième point, la relative primauté de la charte dans l'ordre juridique québécois a été mise à mal une première fois par le gouvernement Legault avec l'adoption du PL 96, qui tend à reconnaître à la charte de la langue française un statut de nature similaire à la charte des droits et libertés. Mais c'est le PL1 qui va le plus clairement dans cette direction. Il le fait de différentes manières, notamment par l'ajout d'une disposition interprétative à la charte des droits et libertés, l'article 51.1, qui prévoit que celle-ci, et je cite, s'interprète en harmonie avec la Constitution du Québec, le Code civil, la protection de la langue française, les principes généraux du droit, la laïcité de l'État et le modèle d'intégration de la nation québécoise. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de primauté de la charte. Donc en diluant de différentes manières la signification de la charte comme instrument de protection des droits et libertés de la personne, le législateur affirme sa volonté de se libérer des liens par lesquels il avait, en 1975, accepté de limiter son pouvoir. Donc, en vertu de quel principe le gouvernement Legault et ses propagandistes justifient-ils cette affirmation de pouvoir? 3 éléments méritent d'être soulignés. Premièrement, le principe de la souveraineté parlementaire. Deuxièmement, la tradition civiliste. Troisièmement, le statut unique de l'Assemblée nationale du Québec. J'en suis où dans le temps? Ah bon, parfait, très bien. Qu'est-ce que je peux... Alors, la souveraineté parlementaire, c'est un vieil argument. Si vous lisez les débats parlementaires entre Jérôme Choquette, le ministre de la Justice en 1975, et Jacques-Yvan Morin, qui était alors le leader de l'opposition officielle, bon, vous allez voir que Jérôme Choquette dit non, on ne peut pas affirmer la prépondérance de la charte parce que ça irait à l'encontre de la souveraineté parlementaire. Donc ça, ce n'est pas un argument récent, c'est un argument relativement ancien. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut considérer que l'équilibre auquel on arrive, les parlementaires en 1982, après la révision de la Charte, eh bien, il y a un équilibre entre la souveraineté parlementaire et la Charte. Donc, on ne peut absolument pas parler de problème d'irriement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est plutôt dans l'affirmation du principe de souveraineté parlementaire qui est faite par le gouvernement Legault, une sorte de tentative d'importer une conception orthodoxe de la souveraineté parlementaire qui, elle, est nouvelle. Et donc, c'est ça, je pense, qu'il faut voir. Donc, ce n'est pas du tout une évidence. On ne peut pas simplement dire la souveraineté parlementaire, fin de l'argument, parce que c'est un argument qui a été mobilisé dès le départ et auquel les parlementaires de l'époque, dont Jacques-Yvan Morin, avaient répondu d'une manière tout à fait satisfaisante. Le second argument est celui de la tradition civiliste et de facture plus récente. Et il s'agit de dire que la tradition civiliste du Québec véhicule une conception distincte des droits et libertés de la personne et de leur interprétation qui s'opposerait à la façon dont la common law canadienne-anglaise les conçoit et les interprète. Ce serait pour défendre l'intégrité de la tradition civiliste face aux common lawyers qui forment majoritairement la Cour suprême du Canada que le gouvernement du Québec serait amené à utiliser les clauses dérogatoires. Il s'agit là d'un argument, donc, comme j'ai dit, plus récent, qui semble, de mon point de vue, particulièrement dangereux, dans la mesure où il permettrait de délégitimer, de dénaturer la charte et de modifier profondément la façon dont on pense son application. La Commission des droits et libertés de la personne ne s'y est pas trompée, et dans son mémoire sur le projet de loi numéro 1, elle commande de façon très pertinente ce qu'elle appelle, et je cite, « l'invisibilisation du régime bijuridique du Québec », qu'elle qualifie de menace au droit à l'égalité garantie par la Charte. Dans son mémoire, la Commission commence par noter les nombreuses références à la tradition civiliste du Québec qui sont faites dans le PL1, tout en reconnaissant son importance, donc l'importance de la tradition civile au Québec et la nécessité d'interpréter le Code civil conformément à cette tradition. La Commission souligne que la Charte québécoise, quant à elle, illustre la mixité du droit québécois. Elle rappelle que la création du tribunal des droits de la personne a répondu notamment à des enjeux d'interprétation formaliste et restrictive de la Charte par des tribunaux de droit commun, qui faisaient primer les principes généraux du droit civil sur les normes fondamentales de la Charte québécoise. D'où l'inquiétude exprimée par la Commission sur l'impact que pourrait avoir la multiplication des références à la tradition civiliste
sur l'interprétation et la mise en œuvre de la charte. La Commission s'interroge, et je cite, « Limiter l'interprétation de la charte à une lecture strictement civiliste du droit pourrait-il impliquer la remise en question de notions de droit public issues de la tradition de common law qui se trouve au cœur de la protection des droits et libertés de la personne ?» La Commission rappelle que la lutte contre la discrimination fondée sur la Charte québécoise s'inscrit dans une évolution historique, marquant la remise en question d'une conception formelle de l'égalité, où l'égalité se réduit à traiter tout le monde de la même façon, pour consacrer le droit à l'égalité réelle. La pleine reconnaissance du droit à l'égalité implique ainsi de tenir compte des effets discriminatoires de normes a priori neutres et de concevoir que le traitement différencié peut être nécessaire pour atteindre une réelle égalité. Donc, ces remarques de la Commission permettent d'éclairer un des éléments clés du débat à propos de la loi 21 sur la laïcité de l'État, soit le refus du gouvernement de prendre en compte les effets discriminatoires de la loi sur certaines catégories de croyants, et je devrais dire plutôt de croyantes, au prétexte que la loi est la même pour tous. Donc on voit comment ce type de raisonnement-là est déjà présent, en fait, en 2019, dans la façon dont le ministre de la Justice interagit avec ses interlocuteurs au moment de la commission parlementaire. C'est dans les travaux de Guillaume Rousseau et de François Côté que l'on peut prendre la pleine mesure de cet argument de la tradition civiliste. Dans un texte de 2024, il souligne 3 différences principales entre le droit civil et la common law. Premièrement, alors que la common law valorise les pouvoirs d'intervention judiciaire axés sur la réparation a posteriori à partir de recours individuels, le droit civil prône une conception généraliste du droit axée sur la législation où la sécurité juridique et la stabilité a priori priment. Deuxièmement, la common law analyse les questions d'égalité et de discrimination à travers le prisme des effets concrets qu'un individu peut ressentir subjectivement du fait d'une norme juridique ou d'une situation de fait, indépendamment de la forme ou de l'intention. En droit civil, cependant, c'est l'inverse. L'égalité et la discrimination sont des notions formelles et fondées sur l'intention en droit, et la question de leurs effets ressentis, en particulier lorsqu'il s'agit de questions subjectives liées à l'identité personnelle, aux choix ou aux croyances, relève presque exclusivement de la rue et des urnes, propre au domaine politique et non de l'arène judiciaire. Troisièmement, alors que la common law met l'accent sur les droits de l'individu concret, le droit civil s'intéresse davantage aux droits d'un peuple à s'autogouverner dans son ensemble par l'adoption de règles générales abstraites qui indiquent à chacun, en tant que personne abstraite et indépendamment des particularités individuelles, ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans des contextes et des situations abstraites. Alors, les impacts d'une telle doctrine sur la Charte québécoise sont clairs. Pour eux, la Charte des droits n'est ni plus ni moins importante que les droits linguistiques fondamentaux de la nation québécoise ou que sa tradition civiliste. De fait, ils terminent leur texte en plaidant que, et là je cite, « l'Assemblée nationale pourrait très bien envisager d'adopter et de renouveler périodiquement des dérogations générales couvrant l'ensemble du Code civil du Québec. » Bon. La vie est plus simple. Alors, l'argument identitaire, je vais aller très vite, c'est tout simplement au fait que l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, dans le contexte du rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne par le gouvernement Trudeau, est considérée comme plusieurs comme posant un problème de légitimité, d'autant qu'elle aurait induit une logique uniformisante dans le droit canadien, permettant à la majorité anglo-canadienne d'imposer à la minorité québécoise des choix, des valeurs qui ne sont pas les siens. Dans ce contexte, on positionne l'Assemblée nationale comme l'institution qui représente véritablement la nation québécoise et est la seule garante de ses droits et de ses intérêts au sein de la Fédération canadienne. Si cet argument concerne au premier chef la Charte canadienne, la plupart de ceux et celles qui l'utilisent considèrent que la Charte québécoise a été assujettie à toutes fins utiles à la Charte canadienne dans les jugements des tribunaux. Donc ces 3 arguments conjugués impliquent l'affirmation d'un pouvoir exorbitant pour l'Assemblée nationale, qui justifie amplement que l'on parle non seulement d'une rupture radicale de l'équilibre qui avait prévalu jusque-là, mais aussi d'une crise du régime de protection des droits et libertés instauré par l'adoption de la Charte en 1975. Alors pour quelqu'un comme moi qui travaille en théorie de la démocratie, il y a là quelque chose de profondément surprenant.
En effet, depuis le dernier tiers du XXe siècle, on assiste plutôt à de très fortes critiques de la démocratie représentative, et en particulier des assemblées parlementaires, à partir de différentes perspectives. Critique des problèmes de représentativité posés par différents modes de scrutin, notamment le first past the post, qui est notre mode de scrutin, le scrutin uninominal à un tour. La critique de la faible qualité de la délibération parlementaire liée au système partisan et à la très forte discipline de parti qui caractérise notre vie parlementaire. Critique de la perte du pouvoir du Parlement en faveur de l'exécutif et de l'administration. Bref, on constate aussi par ailleurs une floraison de propositions visant des réformes plus ou moins radicales des institutions de la démocratie représentative ou plaidant pour l'adjonction d'institutions démocratiques basées sur des principes de légitimité distincts de l'élection. Je pense par exemple au mini-public. Donc on a tout ça et en même temps, on a un gouvernement qui dit voilà, on revient à la présomption de l'irréfragable rationalité du législateur. On revient à une forme de positivisme juridique complètement étonnant et on met tout ça dans les mains de l'Assemblée nationale sans jamais penser à réformer la façon dont elle procède pour lui donner les moyens d'être ce qu'on voudrait qu'elle soit. Donc tout ça est très surprenant et très, je dirais, très déstabilisant. Alors les crises peuvent au moins avoir un effet positif, c'est celui de clarifier les enjeux. Pendant longtemps, le débat sur les droits s'est focalisé au Québec sur des enjeux particuliers comme le port de signes religieux, les droits linguistiques, etc. Mais les choix législatifs du gouvernement Legault montrent que la vraie question qui se pose aujourd'hui est en fait celle de la relation de l'Assemblée et des différents partis politiques qui le composent aux droits et libertés de la personne simplicitaire. Les Québécois et les Québécoises veulent-ils vraiment que l'Assemblée dispose d'un pouvoir sans partage en matière de droits et libertés de la personne? Ou ne pensent-ils pas plutôt que le pouvoir de l'Assemblée doit être limité afin de mieux les protéger? Il me semble que c'est là un des enjeux qui devrait être au cœur de la prochaine campagne électorale. En attendant, il est important de revenir au projet initial porté par la Charte québécoise et de s'interroger sur les principes à partir desquels il serait possible de penser plus clairement les relations Charte-Assemblée. Alors, ma prémisse de base est que les Québécoises et les Québécois adhèrent grosso modo aux valeurs et principes fondamentaux inscrits dans la Charte et qu'ils souhaitent les voir effectivement protégés. Là, maintenant, il me reste combien de temps? 5 minutes? 5-6 minutes, d'accord. Alors, le principe qui me semble le plus important pour penser un écosystème protecteur des droits et libertés est celui de la justification publique. Défini de façon très générale, il requiert que toute décision, action politique, etc., qui implique l'utilisation d'un pouvoir de contrainte, doit pouvoir être justifiée à ceux et celles qui sont concernés par des raisons qui leur sont accessibles. Les chartes et les déclarations de droits fondamentaux sont des documents qui rassemblent les valeurs et les principes que la communauté politique affirme au fondement de l'ordre constitutionnel démocratique. En les énonçant solennellement, dans de tels instruments, on donne aux citoyens affectés un levier leur permettant d'exiger des autorités qu'elles justifient leur choix en fonction de ces mêmes valeurs et principes. Ces instruments fournissent aussi un fondement et un vocabulaire commun à partir duquel le débat peut se déployer, et c'est pourquoi ils constituent un élément essentiel d'une culture démocratique de la justification. Donc l'enjeu clé est moins de déterminer qui des tribunaux ou des parlements devrait être le décideur ultime de différends touchant ces droits, que d'établir et de mettre en œuvre une structure institutionnelle qui favorise des processus adéquats de justification des politiques publiques et des choix législatifs qui affectent ces droits. En adoptant une charte, les parlementaires reconnaissent devoir donner non seulement une justification politique de leur choix en matière de politique publique ou de législation auprès de l'électorat, mais aussi d'offrir des justifications en termes des principes énoncés dans la charte. Il s'agit là aussi d'une sorte de justification politique, mais qui ne se réduit pas à dire pourquoi telle politique est meilleure qu'une autre. La justification doit aussi porter sur pourquoi cette politique est cohérente avec les droits légalement protégés de ceux et celles que la décision affecte. Cette justification s'adresse aux citoyens, mais aussi aux tribunaux, dans la mesure où la Charte prévoit la possibilité pour le législateur de limiter les droits et libertés, comme le fait la Charte québécoise.
Pour mieux clarifier ce que l'on doit entendre ici par justification, il faut repartir des droits et libertés de la personne comme objet de délibération. Ce qui les caractérise, c'est le fait qu'ils ne soient ni entièrement déterminés, ni entièrement ouverts au débat. Pas entièrement déterminés. Les droits et libertés sont ouverts à un éventail d'interprétations dépendant du contexte. La question de savoir quelle est la portée d'un droit X ou de savoir si ce droit a été limité de façon justifiée requiert un jugement à propos duquel il peut exister des désaccords raisonnables. Mais les droits et libertés fondamentaux ne sont pas des questions morales entièrement ouvertes. Ils sont fondés sur un consensus qui s'est développé progressivement au long du temps sur ce que requiert le respect de la dignité de l'être humain dans une société politique. Ce consensus, porté notamment par des instruments internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore par les pactes relatifs aux droits civils et politiques, mais aussi par la jurisprudence, constitue le cadre en référence duquel les décisions doivent être prises et justifiées. C'est-à-dire que les parlementaires n'ont pas besoin de se sentir enfermés dans ce cadre, mais ils doivent se référer à ce cadre lorsqu'ils tentent de justifier leur choix. Donc ça, c'est le terrain de la délibération sur les droits et celui de leur justification, un terrain qui devrait être commun aux juges, aux parlementaires, aux citoyens, même si, bien sûr, les modes d'argumentation diffèrent d'un contexte à l'autre. Donc si le Parlement et les tribunaux fondent leurs travaux et sur les mêmes valeurs et principes constitutionnels, leurs modes d'argumentation sont différents et remplissent des finalités distinctes. Les prémices de l'argumentation parlementaire ne sont pas strictement de nature juridique, mais aussi éthique, politique et économique. Cette argumentation est souvent moins étroitement technique et spécialisée, n'étant pas directement contrainte par la prise en compte des précédents et de la jurisprudence. Le débat parlementaire a ainsi la capacité d'opérer une médiation entre les principes et les valeurs au fondement de l'ordre constitutionnel démocratique et les préoccupations des citoyens, y compris leurs intérêts et engagements souvent divergents. Le type de mobilisation des raisons et des principes qui devraient pouvoir avoir lieu dans l'enceinte parlementaire se distingue par conséquent du type de débat qui se tient dans les tribunaux. De fait, il n'y a aucun intérêt à voir les parlementaires parlementer comme font les juges. Ce serait d'aucun intérêt. Mais, par contre, il y a toujours cette idée que les parlementaires doivent accepter cette tâche de la justification. Alors, le débat parlementaire, même idéalisé, comme dans la description que je viens d'en faire, a ses limites, ne serait-ce que parce qu'il a lieu à l'ouverture du débat démocratique sur un projet législatif particulier, à un niveau relativement élevé de généralité. De son côté, le débat judiciaire a lieu le plus souvent en aval de l'adoption du projet de loi à partir de cas particuliers soulevés par sa mise en œuvre. Il a un caractère plus spécialisé, plus technique, dans la mesure où il s'ordonne directement aux principes légaux en cause et à la jurisprudence pertinente. Il y a donc une différence importante, de même qu'une certaine complémentarité entre ces deux types de délibération sur les droits. Même si on présume que les parlementaires ont un engagement réel en faveur des droits et libertés, on doit reconnaître que les réalités liées, entre autres, à la politique partisane et à la discipline du parti, ainsi que la multiplicité des enjeux dont ils doivent tenir compte au moment de débattre d'un projet de loi, peuvent les amener à minorer ou à ignorer, volontairement ou non, l'importance de tel ou tel effet d'un projet de loi sur une tranche particulière de la population. Voilà pourquoi une structure institutionnelle veillant à assurer un processus de justification publique rigoureux des décisions qui affectent les droits et libertés doit comporter un mécanisme qui permette d'alerter les parlementaires et l'opinion publique à la nécessité d'un effort de justification plus élaboré. C'est ce que vise l'autorisation formelle donnée aux tribunaux dans plusieurs juridictions de déclarer l'incompatibilité de tel ou tel article d'une législation. On confie ainsi aux tribunaux le rôle de tirer la sonnette d'alarme et de contraindre les élus à un effort de justification supplémentaire. Donc je ne vais pas continuer là-dessus. En fait, ce que je voudrais dire, parce que là, je suppose qu'il doit me rester 2 minutes. Ouais. Donc on peut voir les tribunaux comme une institution qui a le pouvoir de contraindre le Parlement à rendre des comptes publiquement sur la façon de comprendre et de mettre en œuvre les droits et libertés de la personne. Et ça, c'est un rôle clé qui est accordé aux tribunaux. Mais le fait de confier aux tribunaux cette tâche comporte aussi des désavantages, notamment celui de renforcer la perception que les droits sont des corps étrangers au débat démocratique, un ensemble de contraintes qui s'imposent de l'extérieur à la volonté démocratique, plutôt que des valeurs et des principes qui doivent concourir de l'intérieur au processus de sa formation. Et donc,
Donc moi, je pense que la déclaration d'invalidité, c'est le minimum qu'il faut reconnaître aux tribunaux. Mais je pense qu'il faut aussi penser à des mécanismes institutionnels qui fassent en sorte que le débat parlementaire s'ordonne un petit peu plus ou se réfère plus aux droits et libertés. Alors, un des mécanismes qui existe au Royaume-Uni, qui existe au niveau fédéral, c'est le fait que tout ministre, alors ça marche de manière différente au Royaume-Uni et au Canada, mais un ministre doit, au moment de déposer un projet de loi, dire si il considère qu'il y a un problème de compatibilité ou d'incompatibilité avec tel ou tel aspect de la charte. Et il doit donc offrir déjà une justification. Donc il doit dire explicitement comment il conçoit la relation de son projet de loi avec la charte. Donc ça existe au Royaume-Uni, ça existe au niveau fédéral. Moi, il me semble que ça devrait être quelque chose qui devrait exister ici. Au moment de l'adoption de la charte en 1975, le barreau du Québec et la Ligue des droits de l'homme, comme on l'appelait à l'époque, avaient fait cette proposition. Et malheureusement, ça n'a pas été retenu. Et ça, moi, je pense que c'est un mécanisme qui serait important. L'autre chose, ce serait d'avoir une commission, un comité parlementaire qui se spécialise sur la question des droits et libertés, comme on a au Royaume-Uni. Alors malheureusement, le problème ici au Québec, donc au Royaume-Uni, ça marche bien parce que c'est un comité mixte de la Chambre des communes et de la Chambre des Lords, ce qui lui donne une certaine indépendance à cause de la façon dont la Chambre des Lords est formée, ce qui fait que le comité fonctionne d'une manière qui est indépendante un petit peu des rapports partisans. Alors évidemment, au Québec, c'est très difficile de voir comment on pourrait faire ça. Donc toutes ces questions-là, ces questions institutionnelles, sont nécessairement contextuelles. Mais je pense que le principe qui doit vraiment nous guider, c'est celui de la justification publique et de voir quelle est la structure institutionnelle qui fasse en sorte que cet exercice-là soit honoré de manière à mieux protéger les droits et libertés fondamentales. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette présentation et vous amenez vraiment une analyse d'un point de vue qui est complètement différent. Donc, je pense que c'est particulièrement intéressant pour nos échanges aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui voudraient intervenir. Oui, vous pouvez prendre place au micro. Bonjour. Je sais pas si ça fonctionne, oui. Geneviève Saint-Laurent, Commission des droits de la personne. J'étais ravie de vous entendre nous citer. Oui. Il se trouve que j'ai co-rédigé ce passage. Non, bravo, parce que c'est excellent. Merci. Mais la question est plutôt posée à titre personnel, parce qu'il y a des arguments qui ont été discutés autour en périphérie et qui n'ont pas été nécessairement retenus par nos membres, ou qui n'auront pas été soumis nécessairement. Et je voulais savoir ce que vous en pensez, parce que, bon, je n'ai pas lu François Côté et François Rousseau dans le détail. Hein, j'essaie de préserver ma santé mentale aussi. Mais je trouve qu'il y a dans leur vision de la tradition civiliste, en fait, qu'ils l'instrumentalisent complètement et qu'il y a toute une partie qui est occultée. J'aimerais peut-être vous entendre un peu là-dessus, parce qu'un des arguments qu'on avait développé, qui finalement n'a pas fait la version finale du mémoire, c'est de dire que même si on s'intéresse un petit peu au droit comparé, qu'on regarde le droit français, le droit allemand, qui sont aussi des pays de tradition civiliste, l'illégalité réelle, elle existe. Il y a des mécanismes pour la préserver. En France, il y a aussi des mécanismes de sanction pénale de la discrimination. Je connais un petit peu moins le système allemand, mais bon, il existe quelque chose. Et puis on sent qu'un peu comme on parlait de certains principes qui sont déformés par la CAQ, est-ce que la tradition civiliste ne serait pas aussi un peu par ces penseurs de la CAQ instrumentalisé, dévoyé de son sens. Absolument. Si j'avais eu plus de temps, mais déjà, j'ai pas, voilà, j'ai dû sauter des passages. J'espère que c'était quand même cohérent, mais au fait, oui, moi, c'est plutôt j'ai été beaucoup en contact avec des collègues belges, parce qu'il y avait Hugues Dumont qui a pris sa retraite. Bon, il y avait tout un machin sur Hugues Dumont, et donc... Et les Belges, enfin, c'est un droit, c'est le droit civil. Hein, et je pense que Hugues Dumont, si on lui faisait lire, il ferait une crise cardiaque. Donc le pauvre, je ne vais pas faire ça. Mais, donc c'est sûr qu'on se demande, mais bon sang, mais les Européens, quand même, l'Europe continentale, c'est quand même du droit civil. Donc c'est comme avec la souveraineté parlementaire. C'est ça que c'est. Parce qu'après, ça devient comme un slogan. Donc on dit la tradition civiliste. Et donc, voilà. Donc c'est.
c'est la fin de la discussion, non? La tradition civile. Mais la tradition civile, c'est beaucoup de choses, elle a évolué. Et parfois, ça me fait un peu penser, je vais dire quelque chose un petit peu méchant, mais quand même, ça me fait un peu penser, vous savez, il y a tous ces Français qui étaient au Québec, qui sont vus très, très conservateurs, qui étaient au Québec, ils disaient le Québec, c'est formidable parce que c'est la France d'avant la Révolution française. Vous voyez, la France a été dévoyée par la Révolution française, mais quand on vient, des gens comme Robert Rumilly, enfin, donc ils sont oubliés peut-être aujourd'hui, mais des penseurs comme ça de droite. Et c'est un peu comme ça, donc c'est une conception du droit civil que je vois plus vraiment qui, en tout cas en Europe continentale, moi je vois pas vraiment de gens qui ont cette conception. Donc on est tout à fait d'accord. Vous me rassurez, je ne suis pas seule. Oui. Merci. Merci. Haroun Bouazi, député à l'Assemblée nationale. J'en profite pour dire que je viens de déposer un projet de loi dans l'objectif d'encadrer très rapidement, j'ai une question, mais très rapidement, je vais dire, parce que ça rejoint beaucoup ce que vous dites. Bon, d'abord, effectivement, avoir un dialogue, ça s'appuie beaucoup sur les travaux du barreau qui a été présenté à mémoire pour le projet de loi 9. Donc, imposer un dialogue avec le pouvoir judiciaire et donc la Cour d'appel en tant que telle, qui n'est pas contraignant en tant que tel, obliger le ministre à déposer un rapport sur ce qu'il pense que sont les conséquences, obliger, une fois que tout ceci est public, à un débat avec la société civile, obliger un vote des 2/3 et de partis politiques pour pouvoir déroger. Et donc il y a tout ceci, c'est ce que vous parlez, qui est le minimum. Pour travailler sur le projet de loi, je me suis intéressé au droit international, parce que tout ceci, ce n'est pas une invention ni du fédéral ni du Québec, hein, ça découle entre autres de la Déclaration des Nations Unies de 1948, mais on peut aller jusqu'à la Révolution française, qui à ma connaissance n'est pas du common law. J'ai été impressionné de la quantité de pactes que le Québec prétend respecter, sur toutes sortes de choses, hein, le droit à la lutte de la discrimination raciale, les droits des femmes, la lutte contre la torture, les droits civiques, etc. Il y en a vraiment beaucoup qu'on signe tout le temps, là, depuis 76, 78, etc. On sait, alors que c'est une obligation techniquement d'intégrer ce qu'on signe dans nos corpus à nous, on s'est limité énormément dans le projet de loi. On n'a pas mis toutes les obligations qu'on a pour pouvoir ouvrir un débat qui a de l'allure. Et donc, on s'est dit, bon, bah, il faut un risque sérieux à la nation, il faut protéger les langues autochtones françaises. Et puis, même si ceci arrive, il faut que l'article 1 de la Charte soit toujours respecté, c'est-à-dire qu'on ne tue pas et on ne torture pas les gens, même si on utilise la clause. Ce qui, rappelons-le, serait permis techniquement, étant donné que c'est des droits fondamentaux de ne pas se faire torturer. On fait quoi avec le droit international? Parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais, je dois dire. Mais en fait, merci beaucoup. D'abord, je félicite l'initiative de Québec solidaire. Je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance du projet de loi, mais quand j'ai vu la nouvelle, j'étais très, très contente. Et donc, voilà, vous voyez ce que je vais faire demain, c'est le lire avec attention. Alors, le droit international, c'est fou ça, parce que si vous regardez le texte, on peut dire... fondateur, au fond de la réflexion au Québec, c'est le fameux article, à part celui de Michel Coutu et Pierre Bosset, c'est l'article de Jacques-Yvan Morin de 1963 dans la revue de droit de McGill. Hein. Et lui, ce qu'il fait tout de suite, hein, c'est de parler du droit international. Tout de suite. Et quand dans l'entretien qu'il fait avec Michel Rivet, qui a été publié en 2015, il revient sur l'importance du droit international et il mentionne, il dit le Québec a voulu, avec la Révolution tranquille et le discours Gérin-Lajoie, la doctrine Gérin-Lajoie, affirmer sa présence dans l'espace international. Il a signé des pactes, et ben voilà, alors après... Hein, il faut, if you can talk the talk, you have to walk the walk. Hein. Donc ça, c'était la position de Jacques-Yvan Morin. Et c'est vrai que dans le discours de Rousseau et Côté, et dans le discours du ministre Jolin Barrette, le droit international disparaît complètement. Donc c'est comme si le Québec était une sorte de village gaulois, vous voyez ce que je veux dire, complètement... isolé du reste du monde et comme si rien n'avait bougé. C'est quelque chose de très étonnant et de tout à fait déplorable, surtout si on le compare à la très riche tradition qui existe dans ce pays. Et donc ça, je pense qu'il faut absolument, effectivement, le souligner. Merci beaucoup pour la question. Une dernière intervention. Donc,
puis après ça, vous pourrez certainement discuter à la paupière. Merci. Mercedes Robert, je m'intéresse depuis longtemps et je milite depuis longtemps au changement du système électoral dont vous avez parlé. Et à vous entendre, je constatais qu'on entend beaucoup invoquer comme réticence au changement du système électoral les réticences individuelles partisanes des députés. Je ne veux pas perdre mon siège, ça pourrait me le faire perdre. Mais la question, l'emphase qui est mise sur la souveraineté parlementaire, c'est une emphase qui est mise sur une souveraineté parlementaire sans partage. Et ça amène un éclairage de plus, un argument de plus, ou en tout cas une vision supplémentaire. Ce qui vous surprenait, que ce soit dans le contexte où il y avait beaucoup de critiques de la démocratie représentative et de propositions, ben moi, je ne suis pas paranoïaque dans la vie, mais je vois plutôt un plan de refuser tout ce qui est projet de partage du pouvoir par des coalitions plutôt que par un gouvernement minoritaire ou majoritaire avec 32 %, comme ce qui s'en vient des votes, ou 41 comme on a présentement. Ben, c'est normal, en tout cas c'est cohérent dans leur esprit, de vouloir protéger leur pouvoir sans partage de la souveraineté parlementaire. Donc c'est lié à l'autoritarisme, bien entendu. Donc, c'est intéressant de rajouter une couche plus générale à ce qu'on peut avoir tendance à personnaliser comme étant des réticences individuelles et carriéristes, pratiquement. Mm-hmm. Bien, vous savez, concernant les réticences que certains ont par rapport à la modification du mode de scrutin, moi j'ai un collègue que plusieurs connaissent ici, avec lequel je suis en débat depuis longtemps, et qui est contre la réforme, qui défend le first past the post, c'est Daniel Weinstock. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas, sauf s'il y a eu un changement fondamental de Daniel, je pense pas qu'il soit devenu caquiste. Donc, je pense qu'il peut y avoir il y a des désaccords à propos de ça. Moi, je suis pour la réforme parce que je pense qu'on aurait... Enfin, voilà. Mais en fait, je pense que quand j'ai dit que j'ai parlé de ce paradoxe, je ne sais pas si j'ai mentionné le mot, entre ce pouvoir exorbitant qui est revendiqué par la CAQ pour l'Assemblée nationale, alors qu'on est dans une époque où, au contraire, il y a plusieurs mises en question de l'Assemblée. Alors que moi, je suis pour la démocratie représentative, hein, mais je pense qu'elle a besoin d'être vraiment revampée. Bon. Moi, j'ai voulu dire ça pour dire que dans une campagne électorale ou dans des débats publics, on devrait être capable quand même de dire au porte-parole de ce gouvernement et à ceux qui défendent de telles positions, mais dans quel monde vivez-vous? Je veux dire, cette assemblée à laquelle vous voulez donner un tel pouvoir, hein? Mais quelle est cette assemblée? Sur quoi repose-t-elle? Et de dire aux gens, bon, quand c'est des personnes voilées, hein, donc ça ne vous dérange pas trop, hein, mais bon, mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Et quelle est vraiment, et de demander aux partis politiques, hein, au fond, quelle est votre position par rapport aux droits et libertés? Laissons faire la charte canadienne et les méchants, common lawyers qui sont sur la Cour suprême. Laissons faire ça. Qu'est-ce que vous pensez fondamentalement des droits et libertés de la personne? Pensez-vous qu'il est important de les protéger? Si oui, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez? Et ça, moi, je pense que c'est la question fondamentale à laquelle on est ramené, étant donné tout ce qui s'est passé au cours des années Legault. Voilà. Merci.